Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous remarquez que normalement nous sommes trois normalement autour de Jacques Rancière, qui vient, mais nous avons appris qu'il y avait eu comme toutes les semaines ou presque, un colis abandonné, et donc le train, il est dans le train, mais le train est parti avec une demi-heure, trois quarts d'heure, je sais pas, de retard. Donc on vous promet qu'il vient. Si, vous ne voulez pas repartir, vous restez. Et puis, il sera là. Voilà. Bon. En tout cas, nous n'allons pas rester les bras croisés, parce que j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Josée Monzin, qui est philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS, qui a consacré de nombreux ouvrages au rapport à l'image, un autre rapport à l'image, mais bien inventé, puisqu'elle a fait un travail autour des images dans le monde byzantin. Et enfin, elle a publié récemment le commerce des regards, Homo Spectator, et en 2019, la confiscation des mots, des images et du temps, et enfin, un livre sur Kafka dans la fabrique, mais qui ne nous est pas parvenu. Bon, alors nous allons aujourd'hui parler plutôt de la littérature, du cinéma, des auteurs en tout cas, que Jacques Rancière affectionne et qui vous sont chers à tous les deux, Marie-Josée Monzin et à Jacques Rancière. Marie-Josée Monzin, vous avez voulu, dans l'abondante bibliographie de Jacques Rancière, dont vous avez une idée en consultant la librairie itinérante, là, mais tout n'y est pas, tout n'est pas là. Mais il y a un petit livre qui s'appelle « Court voyage au pays du peuple », paru en 1990 et qui est disponible en poche, qui est un livre de voyage. Et il faudra expliquer, il faudra demander à Jacques Rancière pourquoi il aime les voyages, quels sont les voyages qu'il aime, qui ne mènent pas forcément très loin. Les voyages au pays du peuple, dit-il, c'est un voyage que vous pouvez faire en transport en commun, et puis la ligne de métro ou de bus s'arrête et vous êtes au pays du peuple. Il ne dit pas en banlieue, au pays du peuple. Voilà. Alors, Marie-Josée Monzin, pouvez-vous nous dire pourquoi vous portez autant de prix? Je partage votre point de vue. C'est un livre, je vous le conseille, très beau, très bien écrit. Alors voilà, pouvez-vous nous dire l'affection que vous portez pour ce livre? Bonsoir. Merci de votre accueil. Jacques va arriver. Il va arriver, oui. Oui, ça fait longtemps que nous parlons et qu'il y a entre nous une très grande proximité de pensée, de choix, d'engagement, alors que nous avons des itinéraires, je ne parle pas de la formation, on a la même, mais des itinéraires de recherche et de production qui sont fort différents et qui n'ont jamais, dans leur différence, parfois même leur nature parfois conflictuelle, le rapport que je peux avoir à la pensée théologique par rapport à Jacques, fait qu'il y a cette fraternité et cette amitié. Et donc nous avions envie vraiment de débattre ensemble. Et évidemment, l'œuvre de Jacques est très abondante. Et je suis allée le voir en lui disant, si on parle tous les deux, j'ai envie de parler d'un petit livre dont je pense que c'est un grand livre. C'est un grand livre, 150 pages. Oui. C'est un grand livre, pourquoi j'ai envie qu'on soit autour. Et alors c'était très intéressant parce qu'il me dit, on en parle peu. Et Danielle, son épouse, me dit, tous ceux qui aiment vraiment Jacques aiment ce livre. Et aiment beaucoup ce livre. Ce livre est pour moi non seulement un grand livre, un vrai bijou littéraire, c'est-à-dire que par rapport à l'écriture de Jacques, d'une façon générale, qui est une écriture serrée, parfois âpre, parfois difficile, dialectiquement très, qui a sa rudesse, qui a
ces inflexions et ces exigences comme ça, là, espèce d'atmosphère lyrique dans lequel le soleil, le vent, le bruit des feuilles, la poussée des fleurs, le rapport à la nature accompagnent de façon intrinsèque, intime et constituante la relation de l'écriture politique de Jacques dans le rapport esthétique, politique, poésie. Pas seulement parce qu'il y a un chapitre qui se termine par une phrase sans verbe, un segment de phrase sans verbe qui m'a beaucoup touchée et qui dit ceci. Énigme de la femme, passion de l'enfant, mission du poète. Point. Ça fait pas très rancérien pour ceux qui pratiquent la méthode de l'égalité et les grands objets combatifs et théoriques de Jacques. Ce livre, tout petit, est fait de 7 textes en 3 parties. Et pour moi, il m'a beaucoup touchée parce qu'il est composé musicalement. Il monte en puissance. Il commence à bas bruit avec Wordsworth, la poésie de Wordsworth. On est au lendemain de la Révolution française, 89, 90, 91. Le poète Wordsworth, et vous savez que Jacques a un rapport magnifique avec la langue anglaise, la poésie anglaise, et il retraduit d'ailleurs les textes qu'il cite très souvent. Ça commence comme ça, par ce vagabondage méthodique d'un poète anglais qui vient en France voir, sentir, vraiment sentir et ressentir ce qu'est la Révolution, ce qu'est le pays de la Révolution. C'est un voyage, même 2 voyages, puisqu'il en fera 2. Et ces voyages je vais en parler, ces voyages qui s'égrènent donc sur 7 voyages, en 3 parties, sont des rendez-vous manqués, des rendez-vous avec le peuple, et à chaque fois des rendez-vous manqués, peut-être 6 fois manqués. Mais pour Jacques, un voyage manqué a peut-être justement atteint son but, c'est celui de ne pas en avoir, de donner rendez-vous à un peuple qui, évidemment, ne peut pas être au rendez-vous. Sauf le dernier chapitre, où on a quitté les régimes d'écriture, lorsqu'on est parti de Wordsworth, Büchner, les Saint-Simoniens, Claude Genoux, un inconnu peut-être pour ceux qui ne pratiquent pas les archives, mais qui a écrit, un aventurier, lui aussi qui a écrit, Michelet, Rilke. On est dans des régimes d'écriture, on est dans la montée en puissance de l'usage des mots. 7e chapitre, Rossellini, Europe 51. Et là, le rendez-vous n'est peut-être pas manqué. Rossellini n'a peut-être pas manqué le rendez-vous grâce à cette étrangère qui s'appelle Ingrid Bergman et qui joue le rôle d'une riche bourgeoise italienne à qui il arrive un drame particulier sur lequel on reviendra, je reviendrai, mais qui va trouver le peuple. Mais le peuple va la trouver. Il y aura une rencontre, enfin une rencontre réussie, si je puis dire, à ceci près que Irène, jouée par Ingrid Bergman, l'étrangère, la femme de Rossellini qui vient des Amériques, de la Suède, elle vient de loin, elle parle d'ailleurs sa langue dans le film, il y a une autre voix. Ça se termine dans un asile psychiatrique où cette femme qui a rencontré le peuple en paye le prix. Donc il y a une composition musicale, un montage. Ce petit livre est un véritable montage à la fois sonore, musical, sensible, sur des rendez-vous manqués jusqu'au moment
où il est difficile de ne pas vivre l'ambiguïté douloureuse d'un rendez-vous réussi qui se termine par le visage d'Ingrid Bergman derrière des barreaux, les barreaux d'un hôpital psychiatrique, les barreaux de l'enfermement, et qui fera signe, comme le dit Jacques, qui fera signe au peuple qui est en bas, là, dans la cour, qui la salue comme une sainte. Et bon, on reviendra sur ce chemin, mais je veux dire que ce livre, pour moi, est construit musicalement, enfin, comme quasiment, avec son crescendo d'intensité, et qui fait que le voyage au pays des peuples, nous l'avons appelé ensemble avec Jacques en préparant cette rencontre, un voyage au pays des mots, se termine. Non pas sans mots, mais se termine avec un film, c'est-à-dire avec un objet rossellinien, hein, qui donc pour qui la question du mot et même celle du fin mot, car Ingrid Bergman, Irène dans le film, dont le fils s'est suicidé et est mort, ne cherche qu'une chose, c'est d'entendre le fin mot, quelque chose de la... Quel est le mot qui dirait la vérité sur ce qu'on cherche, hein? Un mot vrai, un mot de vérité, un fin mot. Qu'est-ce qu'a dit mon fils avant de mourir, etc. Et ce fin mot qui n'existe pas, et qui est le mot de la fin, et qui fait que le livre de Jacques se termine sur la question à la fois du deuil, le deuil que l'on fait des mots, le deuil que font les mots, et qui finalement c'est le deuil de la révolution elle-même. Donc la question de la révolution traverse tout l'objet, tout le livre, depuis la Révolution française, depuis la révolution que les saint-simoniens veulent opérer en allant vers le peuple, en donnant rendez-vous au peuple, en se mêlant au peuple, rendez-vous raté. Büchner, qui meurt à 24 ans. Et bon, vous connaissez Woyzeck, la mort de Danton, là aussi. Le ratage de Robespierre, la terreur, etc. Des rendez-vous ratés. Et avant d'arriver au 4e chapitre avec Genoux, il y a cette phrase qui d'ailleurs illustre quelque chose de ce qui est en train de nous arriver, quand Jacques dit que des rendez-vous peuvent en cacher un autre, entre autres celui avec Jacques, mais en tous les cas celui de Claude Genoux, qui est une archive qu'il a trouvée, parce que vous savez que Jacques a l'art de découvrir des archives, et tout d'un coup, que ça soit Gaoni, que ce soit dans La Nuit des prolétaires, que ce soit avec Le Maître ignorant, tout d'un coup de toucher un objet peu connu, un objet fragile, un objet modeste, et dans l'humilité inconnue de cet objet, tout d'un coup d'entendre peut-être le fin mot de quelque chose, d'une rencontre possible avec le peuple, et d'une possibilité de vie d'un mot comme la révolution. Mais non, la révolution ne peut être qu'un mot. La seule chose qui est révolutionnaire, c'est la rencontre d'un être avec un autre, et surtout, à travers le dernier texte, n'est-ce pas, c'est de voir la façon dont la question du voyage, puisque tous ont voyagé, et que Irène, donc Ingrid Bergman, plus ou moins conduite par un communiste de la famille qui l'emmène au journal, qui a envie de lui faire comprendre qu'on peut faire prendre conscience au peuple de ce qu'il est le peuple, pour que, prenant conscience de sa propre qualité de peuple, il puisse prendre en main son sort et sa révolution. Et finalement, Irène prend un transport en commun
et va se trouver là où est à la fois la misère, l'attente, la rencontre, le peuple, c'est-à-dire des gens les uns à côté des autres, en train de chercher de l'argent pour guérir, une prostituée qui est trop seule et qui va mourir toute seule, etc. Et peu à peu, évidemment, c'est elle qui, l'étrangère, qui est mise au banc de la société, qui est internée, qui est rejetée par sa propre famille, par sa mère, par son mari, ses amis, etc. Donc il y a une composition dramatique du livre, hein, presque comme une pièce de théâtre qui traverse, qui va de 1789 à Europe 51, voilà, donc jusqu'au XXe siècle, et qui, pour moi, réunit tout ce qui va traverser l'œuvre de Jacques. Alors, ce sont des textes qui ont été écrits en 86, 87, 88, 89. Hein. Les grandes œuvres les plus connues de Jacques, c'est à partir de 90. Oui. Tout le monde lit, qui veut lire du Rancière, va se jeter sur tout ce qui est publié depuis les années 90, dans lesquels on va sans arrêt retrouver l'écho, comme dans la chair des mots, Aesthésis, les bords de la fiction, etc. On va retrouver tous ces diamants, enfin tous ces trésors qui sont là, énoncés d'un mot, d'une image, l'évocation d'un printemps, d'un été, l'évocation d'un voyage, l'évocation d'un errement. Et donc voilà. J'ai voulu justement ne pas avoir un rendez-vous avec Jacques Rancière, on lui dit allez, on va parler de la démocratie, de la révolution, du tirage au sort, de la méthode de l'égalité, du maître ignorant. J'avais pas du tout envie de me saisir de tout un arsenal si riche et si nourri, et puis qui est nourri au fond de notre culture commune, puisqu'on a un peu les mêmes trajectoires académiques, tout en ayant eu une très grande divergence dans les modes de développement de notre pensée. C'était au contraire de dire que là, pour moi, il y avait vraiment une rencontre, le lieu d'une rencontre absolument précieuse, sensible, et parce que quand je dis que ce petit livre est un grand livre, je veux dire aussi que c'est Jacques Rancière poète. Il y a une pousse, il y a une présence lyrique, une vibration lyrique, une sensibilité tout à fait magnifique, à la fois douloureuse, joyeuse et sensuelle, dont peut-être on ne se doute pas avec autant de force en lisant de façon académique et plus militaire, ouais, les objets de ces combats, qui sont nos combats. Nos combats pour l'émancipation, nos combats pour l'égalité, le combat pour que les gestes d'art ne soient pas des gestes privilégiés de quelque chose qui s'appelle la culture avec des majuscules, mais qui soient au contraire des choses qui arrivent sans bruit, infimes, à bas bruit, toutes simples, et qui font que dans des œuvres artistiques, tout d'un coup, on nous fait ressentir, il nous fait entendre, il nous fait sentir, il nous fait voir ce que nous n'aurions peut-être pas vu sans qu'il trouve les mots pour le dire. Donc voilà, pour moi c'est un petit bijou, et voilà pourquoi je l'ai choisi, et j'avais envie d'en parler avec lui. D'autant que, à son tour, il a eu l'amitié de me dire aussi qu'il y avait cette proximité, puis qu'il y avait des choses dans ma façon de travailler qui étaient à distance, ou distance n'est pas le mot, disons. Dans un accompagnement distancié, mais
mais malgré tout de grande proximité. Donc voilà, c'est ce que je voulais juste vous ouvrir comme ça pour vous dire voilà pourquoi je l'ai choisi. Reste, je crois, grâce à Jean-François et avec la préparation qu'on a fait avec Jacques, c'est d'avoir, grâce à vous et grâce à lui aussi dans nos premiers échanges, d'avoir choisi des termes autour desquels on a envie, malgré tout, de circuler et de voir le proche et le lointain. C'est quoi le peuple? C'est quoi un voyage? Quels sont les rapports des mots aux images, des mots, voilà. Pourquoi Jacques dit, et je le suis totalement, que ce sont les mots qui nous mettent en marche. Alors, avant de m'arrêter, je voulais vous lire une phrase qu'il dit autour de Mandelstam, c'est dans la chair des mots. Je le cite, le voyage n'a pas son lieu ailleurs que dans le poème. Il n'y a plus de voyage des mots dans le poème qui puisse être en même temps le voyage métaphorique vers le lieu de leur signification première. Ça, c'est capital. Ouais. Quand on sait que Mandelstam récitait sans arrêt ses poèmes dans sa tête, et c'est sa femme, Nadija, qui les disait ensuite à place quand il est disparu au Goulag. Et oui, on voit tout le prix que c'est pas seulement le prix des mots, c'est le prix de la vie, c'est l'engagement de la création. Et alors, une dernière phrase de lui que je voulais citer parce que je trouve qu'elle arrive vraiment en écho sensible car ce n'est pas en décrivant que les mots accomplissent leur puissance. C'est en nommant, en appelant, en commandant, en intriguant, en séduisant, qu'ils tranchent dans la naturalité des existences, mettent les humains en route, les séparent et les unissent en communauté. Alors ça, c'est du Rancière pur, les séparent et les unissent en communauté, parce que un des axiomes stupéfiants et que j'adore chez Jacques, c'est que c'est le seul philosophe chez qui deux propositions contradictoires peuvent être fausses en même temps. Voilà. Voilà. On en parlait justement hier. Je lui suis très reconnaissante parce que là-dessus je suis bien d'accord, vu que tout le travail que je fais sur les images consiste effectivement à adopter moi-même cet axiome, à savoir que de deux propositions contradictoires, il n'y en a pas une qui est nécessairement vraie si l'autre est fausse, mais qu'elles peuvent être fausses en même temps. Voilà, parce qu'elles renvoient à un tout autre régime qui n'est plus celui de leur contradiction. Voilà, je m'arrête, peut-être j'ai parlé trop longtemps. Peut-être. Oui. Moi, je voudrais juste ajouter trois mots sur le contenu du livre, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'il prend, dans Wordsworth, c'est comme un poète connu dans les écoles primaires par son poème Daffodil sur les jonquilles, bon. Et il prend Wordsworth dans son journal. Il prend Wordsworth dans son journal. Il prend Michelet, non pas dans l'histoire de la Révolution française, mais dans son journal. Il prend Rilke, non pas dans les œuvres qu'on connaît, mais dans des œuvres plus intimes. Avec Marthe. Et on a l'impression, alors je ne sais pas, c'est une hypothèse, je vous la soumets, on a l'impression qu'il lit ces écrits-là comme il lisait les écrits des ouvriers du XIXe siècle, c'est-à-dire sans faire de hiérarchie possible entre les auteurs, entre les registres d'écriture. C'est une hypothèse. De toute façon, il cherche toujours, même ce qui fait grand bruit, ce qui doit être entendu à bas bruit. Voilà. C'est ça qui est important. Dans les coups de cymbale des grands auteurs, il écoute l'harmonique qui arrive après et qui dit peut-être le contraire. Et donc ça, c'est ça qui c'est un très beau talent. Ouais. Voilà.
Et je partage aussi votre émotion quant au dernier chapitre. Alors, Europe 51 est un film qu'on trouve difficilement aujourd'hui, qui est un film qui est la période de Allemagne année zéro, enfin, c'est les grandes périodes de films d'après-guerre, dans lequel, si vous voulez, le commentaire qu'en fait Jacques Rancière l'amène au bord du mot grâce notamment, c'est-à-dire un mot lourd de théologie chrétienne qu'on n'a pas l'habitude de voir chez lui, mais qui arrive ici comme bienvenue, quoi. Il reconnaît oui. sa formation chrétienne. Et il me dit que j'ai d'autant plus de liberté, moi, avec la théologie de ce christianisme, que je n'en viens pas, que je viens sinon de l'ennemi, mais en tous les cas, je viens d'ailleurs. Et donc, je me suis senti une totale liberté en travaillant avec la théologie byzantine pour y repérer le montage de la machine qui fait que l'iconicité et l'économie iconique est vraiment une stratégie de prise de pouvoir temporelle à laquelle nous devons beaucoup, à la fois de nos malheurs et de nos bonheurs aussi. Mais en tous les cas, pas mal de nos malheurs politiques. Pour Jacques, qui lui a eu une formation chrétienne alors traditionnelle, la rupture est plus nette et le passage par Marx fait partie en même temps de la laïcisation radicale, voilà, qui n'était pas mon problème. Mais ce qui est superbe dans la façon dont il accompagne l'œuvre de Rossellini, Europe 51, inséparable aussi peut-être de Allemagne année zéro. Oui, puisqu'il y a un suicide d'enfants dans les deux cas. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a cette trilogie, Énigme de la femme, ça c'est la seconde partie du livre qui est consacrée, Michelet et ses amours ancillaires, Rilke et la rencontre avec Marthe. Voilà, ça, ce sont tout d'un coup des grands hommes, poètes ou savants, qui s'imaginent qu'ils vont trouver le peuple, voilà, ou le rapport avec la maternité. Ah, voilà, voilà. Génial. On était justement en train de parler de vous. Voilà. Ça, c'est formidable. Voilà, on continue. Ah non, bon, finis la phrase, Jacques. Donc, c'est ce qu'on va trouver dans Allemagne année zéro et Europe 51. C'est la question, la position de l'enfant, mais qui est déjà chez Wordsworth. Oui, c'est vrai. Il y a l'enfant abandonné. Ouais. Voilà. Et voilà. Donc j'ai simplement pris le temps de dire tout le bien que je pensais des courts voyages. D'accord. Et des raisons. Je suis témoin, on n'a pas dit. Et des raisons pour lesquelles je m'en sentais si proche et si touchée. Voilà. C'est vraiment un livre qu'on peut relire plusieurs fois, comme les beaux livres. Voilà, les grands livres. Donc j'ai raconté un peu comment il était monté, composé. Et qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai parlé un peu des voyages. D'accord. Moi, j'aimerais en savoir plus sur votre goût du voyage, des voyages. Parce que ce qu'on lit dans les courts voyages, effectivement, ce sont des déplacements, ce sont des changements parfois très proches. On passe comme ça insensiblement ce qu'on appelait autrefois, au XIXe siècle, des barrières, etc. Et voilà. Qu'est-ce que le voyage... Quelle place les voyages ont dans votre travail ? Parce qu'on a dit pourquoi on aimait beaucoup ce livre, mais c'est aussi un livre qui se nourrit des autres livres que vous avez écrits.
Ok. Bon. Non, mais prenez-vous. Oui, non, ça va, je reprends mon souffle. Partons de la définition la plus bête, la plus simple du voyage. Voyager, c'est aller à l'étranger. À l'étranger, peu importe que ce soit une frontière nationale, mais voyager, c'est aller à l'étranger. Ça veut dire aussi, finalement, c'est se mettre dans la position de l'étranger. Bon, ce qui pour moi est une chose fondamentale, que ça veut dire quoi se rendre étranger? Ça veut dire qu'on est chez nous, ça veut dire quoi? On est dans un système de signification qui est donné. Bon, les mots ont des significations, les images, on sait ce qu'elles représentent, que le rapport des mots aux choses, le rapport des mots aux images, le rapport des images à ce que les images représentent, tout ça c'est quelque chose qui est connu. Et bon, s'il y a, disons, ce qui se passe, on a la grille pour l'interpréter. Bon, tout ça c'est ce que j'appelle proprement le consensus. Le consensus, c'est ça, à savoir que au fond, il y a un rapport donné entre sens et sens, c'est-à-dire entre ce qu'on perçoit, ce qui vous affecte, et puis la signification qu'on peut lui donner. Donc, bon, disons, voyager, c'est se déplacer par rapport à par rapport au consensus, par rapport à ce système où finalement, précisément, on sait où on est, on sait ce qu'il faut penser de ce qui est donné, ce qu'il faut penser de ce qui arrive, et ainsi de suite. Bon, c'est pour ça. Bon, pour moi, donc, ça veut dire une chose importante, quoi. C'est-à-dire que le voyage, c'est pas simplement, c'est sympa de s'en aller, c'est sympa, ou bien on joue les errants, les vagabonds, et ainsi de suite. C'est pas ça, non. Le voyage, c'est une démarche, qui a son aspect politique. Bon, on pourra en reparler. Et il est clair que si ça a été écrit, ce livre aussi, bien sûr, c'était comme une espèce aussi de référence à tous les voyages du genre voyage vers le peuple, servir le peuple, mais aussi aller s'établir en usine, aller s'établir en milieu dit populaire, tout ça. Donc bien évidemment, il y a tout cet aspect proprement militant qui veut dire quoi? Qui veut dire que on cesse un petit peu finalement de faire fond sur les mots. On cesse de dire que on sait ce que ça veut dire tout ça. Histoire, mouvement social, mouvement ouvrier, conscience de classe, que sais-je encore. Tout d'un coup, on décide que il faut en savoir un petit peu plus là-dessus. Et pour ça, il faut se déplacer. Donc là, le voyage, donc c'est pas simplement, c'est pas du divertissement, c'est même en un sens le contraire. Le voyage, c'est proprement un opérateur de connaissance, quoi. L'idée étant que proprement connaître, ça veut dire aller voir, ça veut dire aller voir ailleurs, ça veut dire sortir finalement d'un ensemble donné de savoir constitué. Et se mettre en quelque sorte comme au risque de ce qu'on ne maîtrise pas, de ce qu'on ne sait pas, de ce que des images, on ne sait pas très bien ce qu'elles veulent, ce qu'elles représentent, des mots dont on ne sait pas ce qu'ils veulent dire, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose, qui est pas du tout simplement une espèce de truc romantique. C'est un moyen de connaissance, donc que je mettrais comme hier sur l'autorité d'un philosophe, à savoir Hegel, quoi. Hegel dit ce qui est bien connu est habituellement pas connu du tout. D'une certaine façon, le déplacement de voyage, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'on part de ce qui est bien connu pour aller, justement, proprement, essayer d'en savoir un petit peu plus sur tout ça, quoi. Donc moi, voilà, pour faire un peu le lien avec hier, quoi. Donc la nuit des prolétaires, c'était quoi? C'était on essaye de se déplacer un petit peu. On a toute la connaissance sur mouvement social, mouvement ouvrier, conscience de classe, éveil de la conscience de classe, prise de conscience, tout ça, on connaît ça par cœur, quoi. Puis on a envie d'en savoir de toucher en quelque sorte le point où, ces paroles touchent à des corps qui sont des corps vivants, sont proférés par des gens qui sont dans ces situations, et ainsi de suite, quoi. Et donc dans mon cas, qu'est-ce qui se passe? On se déplace pour savoir un petit peu, en allant sur le terrain, en l'occurrence c'était le terrain historique à ce moment-là, quoi. Ce que ça veut dire que tous ces mots, quoi. Et ce que faisaient finalement tous ces gens dont la science nous dit qu'elle sait ce qu'ils faisaient et
pourquoi il le faisait. Et puis à ce moment-là, il arrive une surprise, à savoir que ça c'est l'autre côté du voyage des mots, à savoir que on trouve là, non pas ce qu'on nous dit habituellement ou ce qu'on attend, à savoir des gens qui travaillent dur et qui se révoltent aussi brutalement, mais disons des gens qui sont mus comme les autres, comme tout le monde finalement, comme n'importe qui sont mus par une certaine puissance des mots. Donc, effectivement, je suis arrivé un petit peu dans cette espèce d'univers de brochures, de journaux, de correspondances, de poèmes ouvriers. Et voilà, c'est des gens qui n'arrêtent pas de parler, de raisonner, d'écrire des poèmes, mais aussi de se saisir des mots des autres. On en parlait hier à travers la façon dont un ouvrier peut se réapproprier les paroles de Victor Hugo, un vers de Victor Hugo, mes jours s'en vont de rêve en rêve. Que en quelque sorte le poète considère comme au fond une espèce de déclaration correspondant à sa situation, le poète comme le rêveur, et l'ouvrier en question dit non, c'est nous qui savons ce que ces mots-là veulent dire. Ce qui veut dire aussi que le mot rêve aussi prend un autre sens. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe au fond, c'est que là où on nous parle de la prise de conscience, des faits qui produisent une prise de conscience, on trouve quelque chose de complètement différent, à savoir toute une espèce aussi de voyage des mots qui traversent des corps et qui au fond affectent la manière dont ils se tiennent, dont ils œuvrent de leurs mains, dont ils regardent par la fenêtre, dont ils marchent dans la rue. Donc voilà, voyager, c'est quoi? C'était pour moi un déplacement qui en rencontre un autre, Un déplacement justement, vous m'arrêtez si je parle trop, hein. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Donc, je continue. Un déplacement, justement, en même temps qui prend sens si précisément, il y a cette espèce de surprise. De surprise ou de déception ou de rendez-vous manqué par rapport à ce qui était attendu. D'une certaine façon, dans la visite, dans le voyage au pays du peuple, il y a justement on est sur cette espèce un petit peu en quelque sorte de ligne de crête entre deux choses, à savoir la visite. La visite, j'avais une fois intitulé un article sur une série de films qui justement voulait nous parler du peuple. J'avais appelé ça la visite au peuple. La visite au peuple. Pourquoi visite? Parce que disons quand on va faire une visite, on sait chez qui on va, on sait qui on va trouver, et puis voilà. Puis on sait quand on repart aussi. On sait quand on repart. Donc finalement, on s'en va ailleurs, mais on reste chez soi, Et d'une certaine façon, c'est le problème des rendez-vous réussis, Et effectivement, ce qui est intéressant dans le voyage, c'est cette espèce de rendez-vous manqué, de rencontres difficiles avec des gens qui disent pas ce qu'on attend, avec des paroles finalement qui disent pas exactement ce que les corps qui les profèrent ont dans la tête. Donc voilà, Et donc, de cette façon, c'est la chance des rendez-vous manqués. Donc, alors le voyage, c'est d'un côté, c'est le déplacement, mais aussi c'est le retour. C'est le retour. Le premier texte de ce recueil des courts voyages au pays du peuple, c'était, pour revenir sur sa genèse, voici c'est un intérêt. Le premier texte, son premier titre, c'était Le chemin du retour. Le chemin du retour, ça veut dire quoi? Là encore, disons, tout ça c'est écrit au moment où, un tas de gens, ils en reviennent, ils ont voulu aller voir le peuple, ils ont vu que c'était pas si beau que ça, ils ont voulu aller voir les ouvriers révoltés, ils ont vu que c'était pas révolté, ou en tout cas pas de la bonne manière, ils ont vu faire, ils reviennent, effectivement, ils en reviennent, comme on dit. Voilà, ça c'est il y a plusieurs formes de voyage, du genre, on a vu, c'est parfait, c'était comme ça, c'était comme on s'y attendait, on revient chez soi. On a vu que c'était pas comme on attendait, donc on retourne, on revient chez soi. Et puis il y a cette autre manière de retourner, dont effectivement je parle dans ce livre, et qui, encore une fois, c'est pas simplement de l'anecdote, de cette façon, c'est une méthode de travail, C'est-à-dire que on y retourne, mais on y retourne. C'est-à-dire on retourne sur le terrain. Pourquoi? Pour vérifier ce qu'on a vu,
pour vérifier ce qu'on a rencontré ou pas rencontré, et pour vérifier ce qu'on a dit, ce qu'on en a dit, quoi. Et bon, justement dans ce livre des cours voyages, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on raconte essentiellement. Bon, il y a des gens qui reviennent pas. Bon, les Saint-Simoniens, d'une certaine façon, enfin, ceux qui vraiment s'en vont, ben, ils en reviennent pas. Bon, il leur arrive toutes sortes de malheurs. Bon, ils meurent de la peste ou d'autres maladies. Enfin bon, enfin, il y en a quelques-uns qui reviennent quand même. Mais bon. Et puis il y a ceux qui reviennent. Bon, ben Wordsworth, donc le jeune Wordsworth, en 90, pardon, il a vu la fête de la Fédération, des fleurs partout, des gens joyeux. C'est le mois de juillet, c'est formidable. Il y a le vent qui souffle comme ça dans les feuilles, il y a le soleil qui perce à travers les feuilles, il y a les fêtes dans les villages, danse de la liberté. On boit un coup avec des gens dont pareil on ne sait pas la langue, mais ça fait rien. Bon, tout le monde est heureux, quoi. Bon, puis l'année suivante, il y retourne. Mais il retourne à ce moment-là. Bon, ils s'en vont. Bon, ils s'en vont à un endroit précis. À cet endroit précis, bon, ils voient ce qui se passe, disons, entre les forces de la Révolution et les forces hostiles, quoi. Voilà, bon, il vérifie une première fois. Bon, puis après ça, il repart. Bon, il devrait revenir, mais il y a la guerre entre l'Angleterre et la France, donc évidemment, bon, il revient pas. Mais en revanche, bon, bah, qu'est-ce qu'il va y revenir par l'écriture? Et il va plusieurs fois écrire ce qui s'est passé à ce moment-là, quoi. Donc, au fond, il y a plusieurs fois, en quelque sorte, d'écrire quoi? D'écrire justement une espèce de rendez-vous heureux, quoi, à savoir que celui qui venait pour voir des paysages sublimes, pour voir la nature, etc., il a rencontré une certaine nature, quoi. Il a rencontré la nature qui triomphe avec la Révolution, quoi. Donc il a vu cette espèce d'accord en quelque sorte entre le mouvement des nuages dans le ciel, le mouvement du vent dans les arbres, le mouvement du soleil sur les vignobles, et puis la marche d'un peuple qui est en train de conquérir sa liberté, quoi. Alors il l'écrit. Disons, il l'écrit, il le réécrit, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que entre-temps, disons, il a changé de bord. Finalement, il est devenu, disons, un bon conservateur, etc. Mais il continue à réécrire, quoi. Il continue, alors qu'il a près de 80 ans, qu'il est depuis longtemps revenu à l'ordre, qu'il est un bon Tory. Il continue à réécrire ses voyages pour essayer de finalement de rendre plus sensible justement cette espèce d'enthousiasme du jeune, quoi. Bon, voilà. Bon, alors il y a d'autres choses dans le livre. Bon, il y a Büchner, le jeune Büchner, comme ça. Oui, justement. Oui, allez-y. Non, mais parce que j'ai pensé en vous lisant, il y a un écrit de Büchner merveilleux, c'est Lenz, qui est d'une part jeune poète pré-romantique, comme on dit, à peine plus âgé que Büchner lui-même, puisqu'il est mort à 24 ans. Et donc, le début de Lenz, c'est « Je marche devant moi ». Et même, si je pouvais marcher sur la tête, ce serait encore mieux. Parce que le moment là, j'aurais les nuages sous moi. Et c'est un voyage sans retour, là. Oui. Puisque, ça se termine mal, quand même. Un voyage sans retour. Bon, alors, effectivement, Büchner écrit ce texte, mais c'est que Büchner, il commence par quoi? Il commence d'abord par se moquer des Saint-Simoniens et des gens qui veulent rencontrer le peuple comme ça, mais quand même, mais justement, parce qu'il a son idée du peuple. Au départ, il dit, faut pas se raconter d'histoire, le peuple, c'est quand même des gens qui, c'est quand même un peu des brutes, quoi, parce tout ce qui les touche, c'est l'intérêt matériel. Donc, il fait son journal pour montrer à quel point ils sont opprimés, à quel point ils payent des taxes, à quel point, disons, voilà, ils sont exploités. Et puis, donc, voilà, il fait diffuser ça, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Donc premier écrit au peuple, si on veut, premier écrit sur le peuple et au peuple, quoi. Et après ça, je dirais qu'il va retravailler, quoi. Il va retravailler. Si on prend un petit peu ses pièces, si on prend votre texte, si on prend La mort de Danton, ça veut dire, voilà, qu'est-ce qu'il va nous mettre en scène un peuple justement qui est plus, il reste assez brutal, mais en même temps, c'est un peuple qui est marqué par comme une espèce de brisure ou une espèce de fêlure un petit peu, fondamentale, quoi. Voilà, et puis après ça, il s'en va, on sait qu'il est malade, il va bientôt mourir, mais enfin, quand même, à un moment donné, il s'en va en Suisse, et il arrive en Suisse, et il arrive à Zurich, et en un sens, c'est l'idylle, parce que là, disons, il y a le gouvernement, il y a un gouvernement libéral, tout va bien, etc., il n'y a pas d'oppression, etc., mais il y a un os, c'est que le peuple ne chante pas.
Donc voilà, on a un peuple qui est heureux, il a un bon gouvernement, mais en même temps qui ne chante pas, quoi. Donc il y a une espèce d'écart comme ça, et finalement, il meurt assez rapidement, mais en même temps, avant de mourir, justement, il demande à sa sœur de venir ou à sa fiancée plutôt, de venir lui chanter les chansons populaires, donc finalement le corps merveilleux de l'enfant, quoi. Et voilà, donc il y a ça, il y a ça, et bien sûr, disons, il y a plus encore, mais bon, je vais pas, disons, trop développer non plus. Il y a proprement ce qui est disons le voyage d'Irène, donc dans le film de Rossellini, Europe 51. Voilà. Oui. Alors, ce voyage d'Irène, Marie-Josée Monzin, vous pouvez nous reprendre un peu ce que vous avez dit pour qu'on comprenne bien que Irène, elle va du suicide de son fils, donc qu'elle ne comprend pas, que sa famille, sa belle-famille vont lui mettre sur le dos, évidemment, une culpabilité abominable, et elle part à la recherche, même pas à la recherche, elle part à la rencontre du peuple, et là, il y a aussi un enfant qui meurt. Donc, oui. De toute façon, ce que je disais à Jacques, la question de l'enfant est presque une note tenue, avec plus ou moins de force et d'insistance. Chez Wordsworth, il y a l'enfant abandonné, puis dans les poèmes, parce que celui des Daffodils ou celui qui parle avec les... l'enfant qui parle avec les chouettes. L'enfant qui parle avec les chouettes pendant la nuit et auquel les chouettes répondent. There was a boy, etc. He knew him well, he lives on the island of Willendorf, etc. Et donc c'est aussi un enfant qui va mourir, voilà. Donc, à un moment, tu dis d'ailleurs que quelque chose de l'enfant est quelque chose qui est toujours trahi et abandonné par la politique, par la République, quoi. L'État fait le deuil de l'enfant. Et il y a chez Büchner aussi, et là tu le cites, c'est très beau, chez Büchner, dans Woyzeck, le propos de la grand-mère qui raconte l'histoire de l'enfant est tout à fait extraordinaire. C'est un enfant qui se trouve dans un monde mort, voilà, et qui espère que en allant sur la Lune, il va trouver la vie. Il arrive sur la Lune et ça n'est qu'un bout de carton, de rien du tout, etc. Et le soleil n'est jamais qu'un tournesol qui est en train de faner. Bon, puis il revient sur la Terre et ça n'est qu'un pot de fleurs. Et là, toi-même, tu t'amuses en disant que les jonquilles de Wordsworth sont devenues un pot de fleurs renversé. L'enfant devient une sorte de ce que j'appelle une note tenue. L'enfant endeuillé, l'enfant solitaire, l'enfant mort. Et évidemment, chez Rossellini, dans Allemagne année zéro, l'enfant qui se suicide après avoir tué son père. Et puis dans le dernier Rossellini, donc dans Europe 51, l'enfant plus ou moins abandonné par sa mère qui ne l'entend pas. Il demande à sa mère de l'écouter. Et la mère ne l'entend pas. Puis quand il est mort, la mère veut savoir ce qu'il a dit. Qu'a-t-il dit ? C'est-à-dire comme s'il y avait la question de l'enfant qui pouvait avoir le mot de la fin, ou en tous les cas le fin mot. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de fin mot. Et l'enfant est cette note tenue, à la fois l'enfant mort et l'enfant endeuillé. Et ça m'a touché beaucoup, parce qu'il y a énormément de films dans lesquels la question de l'orphelin est constituant d'une expérience politique radicale. Voilà, comme si la figure de l'enfant était ce que j'appelle une note tenue qui maintient une exigence de radicalité sans pouvoir délivrer le mot de la fin, car on ne saura jamais ce qu'a dit l'enfant. Parce que Irène, donc Ingrid Bergman, Irène dans Europe 51, demande à Andrea, qui aurait entendu le dernier mot de l'enfant, mais qu'est-ce qu'il a dit ? On ne le saura jamais. Voilà. Donc il n'y a pas de fin mot,
Et il n'y a pas de mot de la fin. Et par ailleurs, à un moment, tu dis, en fait, il n'y a pas de mot de la fin, c'est jamais le mot final qui importe, c'est l'avant-dernier mot. C'est l'avant-dernier mot. Est-ce que tu peux revenir là-dessus ? Je me souviens plus très bien de l'avant-dernier mot, à vrai dire. Je me souviens plus très bien de l'avant-dernier mot. Où est-ce que je dis ça ? Tu dis, je crois que c'est dans l'introduction. Alors j'aurais dû recopier la phrase. C'est dans l'introduction où tu dis ce qui est important, c'est pas le dernier mot, c'est l'avant-dernier. Regardez. Oui, bon, enfin bon, on va pas. Oui, non, mais on va pas faire d'exégèse. Bon, c'est pas une soutenance de thèse. Hein. Non, je reprends. Pas en termes d'exégèse, je veux dire par là qu'il n'y a pas de fin mot. D'accord. Même non. que tu dis que je t'ai cité tout à l'heure parce que tu n'étais pas là, où tu dis que je l'ai cité. Il n'y a plus de voyage des mots dans le poème qui puisse être en même temps le voyage métaphorique vers le lieu de leur signifiance première. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment de vérité qu'on va enfin mettre et où la vérité, le mot peuple, deviendrait un mot vrai sur lequel il faut mettre la main. Ça y est, voilà, je l'ai attrapé. Non, le peuple ne se laisse pas prendre et le mot par lequel il est désigné n'est pas plein d'un sens et d'une signifiance dont toutes les métaphores nous permettraient d'accomplir un voyage vers ce peuple. Donc, la notion de rendez-vous manqué est très réussie. C'est-à-dire que c'est chaque fois que l'on croit que ça y est, on y est, même Andrea qui voudrait dire à Irène qu'il y a une façon conscientia, qu'il y a une façon d'arriver au peuple, de le rejoindre, de le comprendre, de l'aimer, de l'instruire, d'accompagner son émancipation, etc. Mais non, le peuple fait ça très très bien lui-même. Et c'est, au contraire, alors c'est là que je trouve que ce livre est magnifique dans la fin très forte d'Europe 51, c'est que la rencontre d'Irène avec le peuple, ce qui est important, c'est le mot rencontre. C'est-à-dire que quelque chose de l'ordre du geste, de la rencontre, c'est quelque chose qui a lieu, pas dans un lieu. Et c'est là que tu introduis dans ton texte la notion d'atopie. Voilà. Il n'y a pas d'utopie, il y a une atopie. C'est-à-dire, il n'y a pas... On n'a pas rendez-vous avec le peuple quelque part, qui serait le lieu où il nous attend, mais là où Irène rencontre le peuple, c'est elle qu'elle rencontre. Voilà. Et la façon dont tu exprimes, ou tu formules cette rencontre avec le peuple, cette rencontre, ce rendez-vous non manqué d'Irène avec le peuple, tu le fais sous le signe inattendu de la grâce, dont tu dis que c'est un mot qui appartient à la fois au monde de l'art et au monde de la religion, c'est-à-dire de la grâce, à tel point que on entend les gens dans la cour qui saluent Irène, qui disent c'est une sainte, hein, c'est une sainte. Et à ce moment-là, c'est très curieux, c'est dans l'après-coup que j'ai pensé au film Théorème de Pasolini, qui lui, sur la question de comment faire pour que la grande bourgeoisie, le capital, ait connaissance de la radicalité, de la question du peuple. Il y a un messager sans nom, qui va venir, je dirais, à la fois instruire, déniaiser, confronter la grande bourgeoisie industrielle et contente d'elle-même avec la question de son désir et la question du peuple. Et puis il y a la bonne, il y a la domestique. Et ce qui est très curieux chez Pasolini, justement, et sur la fin de Théorème,
c'est qu'il a fallu quand même ce messager charismatique, quasiment christique, qui arrive d'on ne sait où et qui repart on ne sait où. Et donc il y a dans la grâce qui peut-être habite la domestique, enfin la servante, et qui l'amène non seulement à léviter, d'une part, à s'élever dans le ciel, dans une ascension, puis à s'ensevelir dans la terre pour devenir source de vie. Il y a quand même là, chez Pasolini, et Dieu sait que j'adore ce film, je crois qu'en lisant ton texte sur Europe 51, tout à coup je me suis rendu compte à quel point le film de Pasolini avait été confiant dans la métaphore. Voilà. Qu'il avait vraiment donné, que j'ai été séduite, hein, et que précisément c'est ce que tu n'as pas fait. Voilà. Tu tranches. Non, mais j'avais des raisons de pas le faire d'une certaine façon. La première raison, c'est que j'aime pas Pasolini, quoi, ou pas beaucoup, et pas beaucoup ce film. Et puis bon, effectivement, je pense que malgré tout le statut de la grâce, là, bon, disons dans l'affaire d'Irène, c'est quand même c'est différent. Bon, si je reviens un tout petit peu en arrière sur le voyage, qu'est-ce qui se passe dans ce voyage quand même? Il y a l'idée, bon, qu'est-ce qu'il a dit? L'idée, quand même, il s'est passé quelque chose, il a dit quelque chose, il est mort en disant quelque chose, ou il est mort quelque chose qu'on n'a pas entendu. Et puis bon, il va le demander, mais donc au cousin. Le cousin, donc c'est un militant communiste. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont justement lui déplace la question. Lui, qu'est-ce qu'il va. Vous avez déjà parlé de tout ça? Non, mais on n'a pas parlé de la figure du journaliste. Malgré tout, moi, ce qui m'avait intéressé d'abord, c'est la façon, effectivement, dont, justement, elle s'adresse, justement, à celui qui sait, à celui qui dit, celui qui, en gros, va lui dire quand même, elle a perdu son fils, c'est quelque chose de terrible, mais si elle le paye, pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui se tuent? Les enfants se tuent parce que, voilà, il y a eu la guerre, il y a une situation qui est horrible, il y a tout ça, et tout ça, il faut y faire quelque chose contre. Bon, il faut faire quelque chose contre. Bon, Irène, c'est une bourgeoise, elle va pas militer, donc qu'est-ce qu'il va lui dire? Elle peut faire du bien, donc il l'envoie pour soigner un enfant, il l'envoie dans une famille, donc une bonne famille communiste, elle aussi bien sûr, ouvrière communiste, donc il y a un enfant qui est malade, donc il souffre pas parce qu'il est solitaire, il souffre pas parce qu'on entend ce qu'il dit, mais simplement parce qu'il est malade, quoi, qu'il n'y a pas de médicaments. Donc donc elle va bien sûr payer les médicaments, elle va le faire soigner, l'envoyer à l'hôpital, et bon, il revient guéri, puis elle est là, elle a trouvé le peuple, ils sont tous là, on chante le retour de l'enfant, il y a un type qui prend la guitare, tout ce monde-là est chaud, et c'est serré, c'est chaud, c'est sympa, qu'elle a rencontré le peuple, et elle va rentrer chez elle, elle va reprendre le bus, et puis tout d'un coup elle voit quelque chose de bizarre qui se passe, et elle va se détourner pour une histoire de noyade, et du coup elle va rencontrer une espèce de lumpen prolétaire qui est interprétée par Giulietta Massina, donc Giulietta Massina, l'actrice bien sûr de la Strada, donc l'épouse de Fellini. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Qui va lui, elle va s'occuper de cette espèce de femme qui a plein d'enfants et pas de mari, quoi. Qui est quand même atypique justement par rapport à la famille prolétaire, elle va essayer de trouver du travail, elle va essayer de, je sais pas trop quoi, de faire un tas de choses, de trouver un bon travail, mais non, elle, ce qu'elle veut, ce que l'autre lui demande, c'est si elle peut pas la remplacer un jour à l'usine, parce que elle a son copain qui est de passage, qu'elle aimerait bien avoir un jour pour le libre. Donc Irène va aller à l'usine, elle va rencontrer... Elle va à l'usine justement pas sur le mode de l'établi, etc. Non, elle va aller à l'usine simplement pour rendre service, quoi. Voilà. Et puis il y a cette espèce un peu d'ahurissement. Alors petit à petit comme ça, il y a l'expérience, disons, de ce qu'on appelait à l'époque le lumpen prolétariat, l'expérience de l'usine. Et puis petit à petit comme ça, elle va dévier de plus en plus. C'est-à-dire qu'elle est complètement sortie de la voie normale, quoi. Elle est sortie de la voie normale, de la visite. Dans une espèce d'errance complète, donc elle va aller donc de la lumpen prolétaire à la prostituée qui est malade, etc. Et tant et si bien qu'effectivement elle va finir à l'asile, quoi. Donc alors, moi j'ai un petit peu en quelque sorte. C'est un voyage sans retour là. Là pour le coup c'est un voyage sans retour. Bon, elle devient folle selon le monde, sainte, disons selon les gens qui sont en bas. Bon, ce qui évidemment renvoie à Saint Paul. Bon là.
disons, la folie de la croix, quoi, bien sûr, Voilà. la sagesse du monde et la folie de la croix. Et donc voilà, bon, alors, disons, bon, en écrivant, il faut bien voir que ce texte, en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est, il y a la question, bon, qu'est-ce qu'a dit l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et puis ça rebondit, quoi, à savoir C'est pourquoi est-ce qu'il lui arrive ça, quoi. Et effectivement, ce que je raconte, en même temps, pour moi, c'est significatif, c'est toute cette histoire du film de Rossellini, parce que, bon, j'avais vu dans les années 60, une première fois le film, et voilà, et à l'époque, bon, ben, voilà, j'avais dit, j'avais vu avec un type qui était encore plus marxiste que moi, quoi, et qui en plus ne connaissait pas l'italien, donc je lui ai un peu essayé de lui expliquer un peu tout ce qui se passait, quoi. Bon, donc, et au fond, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait là, donc voilà, j'ai essayé un petit peu de construire, au fond, une espèce de rationalité, disant, bah oui, elle rencontre en quelque sorte une espèce de réel qu'elle est incapable, bien sûr, de comprendre, etc. Justement, on comprend en la voyant pourquoi elle comprend pas, quoi. D'une certaine façon, on comprend par sa démarche même pourquoi elle le comprend pas, quoi. Donc voilà, c'est ce que disait le jeune marxiste des années 60, quoi. Voilà. Et puis 20 ans après, précisément, après un certain nombre de retours, quoi, je revois ce film, quoi. Et bien sûr, je tourne dans l'autre sens. Donc, je tourne dans l'autre sens, d'où peut-être aussi l'espèce de disons, un peu de coquetterie un peu excessive avec le langage même de Rossellini, quoi. C'est-à-dire avec la grâce, la conversion, la sainteté, etc. Mais bon, qui est une espèce de jeu finalement d'équilibre en quelque sorte entre comment on explique l'égarement et puis comment on ne l'explique pas. Oui, peut-être aussi que c'est le réel justement qu'elle rencontre, parce que le réel c'est ce qu'on n'attend pas. C'est la surprise, ça vient par rencontre. Et donc, peut-être qu'elle a trouvé quelque chose dont elle ne revient pas, dont on ne peut pas en revenir, mais quelque chose que les autres n'ont pas vu. Parce que ce qui est bien aussi, c'est que dans ton texte, tu fais état des deux moments de la vision de ce film. C'est-à-dire, voilà, comme moi, je dis, je vois une première fois Théorème, et puis... deuxième fois, je me dis, attention, là, on nage dans la métaphore, quoi. C'est pas possible, c'est un naufrage. Donc, il y a une façon de cheminer, de voyager, de se déplacer nous-mêmes à travers les objets que nous voyons, que nous rencontrons, qui font qu'au fil de l'histoire et de la progression de nos propres pensées, on va faire ce que tu appelles aussi des pas de côté, c'est-à-dire c'est plus possible de voir telle chose de telle façon, ne serait-ce que parce que le réel aussi s'est déplacé, qu'on ne peut plus accepter ces mises en scène ou ces opérations consensuelles sur la rencontre et sur les rencontres réussies ou les rencontres ratées, les rendez-vous manqués. Voilà. La richesse des rendez-vous manqués qui font la force du peuple, finalement. Hein. C'est que, alors, ça m'intéressait aussi beaucoup parce qu'il y avait eu une exploitation pendant tout un certain temps sur la notion de peuple qui manque, à travers les formules deleuziennes, hein, le peuple qui manque, l'image manquante, etc. Et je trouvais que, précisément, la rigueur avec laquelle tu mets en place dans ce livre ce qu'est un rendez-vous manqué avec le peuple, permet de voir, voilà, l'espèce de lyrisme un peu métaphorique de toute cette rhétorique du peuple qui manque, etc. Là, on est... voilà, pour moi, il y a une mise à nu du vocabulaire que nous utilisons pour parler des rapports, alors dans mon vocabulaire, enfin, de la façon dont s'incarne dans les images la rencontre avec ceux dont qu'on ne pourra jamais capturer, ni identifier, ni assigner à résidence de façon immobile et propriétaire, quoi. Il n'y a pas... voilà, donc c'est pour ça que j'ai évoqué Pasolini, parce que c'est tellement
c'est tellement gros. Oui. Non, mais moi, j'aime pas précisément les métaphores. J'aime les voyages qui sont à la fois réels. Bon, on peut les métaphoriser, mais en même temps, ils sont réels. C'est-à-dire que ce qui est d'abord le réel, c'est le déplacement. Bon, on sait que métaphore, ça veut dire déplacement, bien sûr, mais bon, ce que j'aime, c'est quand d'une certaine façon, le déplacement est en même temps, effectivement, comme une espèce un bouger des significations, quoi. Ça peut devenir politiquement pervers de considérer qu'on a voyagé parce qu'on a métaphorisé. Uniquement parce que métaphore veut dire se déplacer. Il y a des métaphores qui nous assignent à résidence. Et là, il faut pas se laisser épingler. Bien. Peut-être que ça me traverse l'esprit, mais c'est pas dans votre registre, mais destination, destinée, destin, c'est un peu toujours ça. C'est vers quoi on va, et c'est cette espèce de rendez-vous manqué dont vous parlez, qui fait... Le rendez-vous manqué, rendez-vous, c'est toujours les rendez-vous manqués. Il n'y a pas de destination. C'est-à-dire que oui, enfin, d'une certaine façon, il y a une destination au sens où précisément les gens sont destinés à être une place, à être une place. Et par conséquent, effectivement, le voyage en quelque sorte est une manière de sortir de sa destination. D'une certaine façon, on en sort de tous les côtés. Si on prend la nuit des prolétaires, je sors de ma place, mais aussi les prolétaires en question sortent de leur destination. Oui. Et bon, effectivement, ce qui est intéressant, c'est la manière dont justement les mots et les images, produisent en quelque sorte cette espèce d'écart par lesquels, disons, on se soustrait à sa destination, c'est-à-dire à occuper la place à laquelle on est destiné, on est assigné, quoi. Parce que quand on parlait hier des étudiants qui ont travaillé en usine, enfin les établis et autres, sont des gens qui à un moment donné bifurquent. Ne font pas ce que normalement ils sont destinés à faire. Bon, simplement, c'est une impasse puisque ça ne mène nulle part, mais on en revient et on en revient, ou bien on est aigri et on a du ressentiment, et à ce moment-là, on peut aussi avoir des positions plus autoritaires, plus... Voilà. Donc, moi, ce qui me plaît dans ce livre, c'est ça, justement. C'est que c'est pas des chemins qui ne mènent nulle part, hein, c'est rien à voir. Mais c'est vous parlez à un moment donné de torsion, etc. Oui, mais il n'y a pas de but final, quoi. Il n'y a pas de but final. Il y a quand même une orientation. Il y a une orientation. Cette orientation. Elle est marquée du double saut de l'étrangeté. Être étranger, être en mesure d'être étranger à soi-même, de façon à orienter son regard et ses gestes et son accueil à tout étranger. Pour moi, c'est très important parce que je l'articule, bien que le mot n'apparaisse pas là, mais je l'articule aujourd'hui à toute une problématique de l'hospitalité. C'est-à-dire la façon dont Irène quitte son domicile, non pas pour habiter ailleurs, mais je dirais pour rejoindre ceux qui n'habitent nulle part, et elle-même comprendre, atteindre ou rejoindre son propre nulle part, sa propre impossibilité d'être chez elle, d'être quelque part chez elle en disant... Voilà, je suis chez moi. Elle n'est pas plus chez elle quand elle est chez ces gens qu'elle va aider, accompagner, aimer, et auxquels elle va donner son temps et son amour et sa grâce. Mais pas du tout pour y occuper une place qu'elle devrait tenir, même si, d'une certaine façon, il est indiqué qu'ils sont prêts à lui faire tenir cette place. Mais non, elle va être dans un lieu, l'hôpital psychiatrique, les barreaux, dans un lieu où elle est réduite à un geste. Et j'ai trouvé très beau dans le livre le passage du fragment où tu évoques le rendez-vous d'Irène avec Andrea près de la statue de Marc Aurèle. Une statue de Marc Aurèle dans Rome
où Marc Aurèle est décrit, filmé dans un geste, voilà, c'est un geste, et que tu évoques finalement dans la dernière image d'Irène dans sa chambre de réclusion, d'enfermement psychiatrique derrière les barreaux, qui fait un geste aussi. C'est-à-dire, c'est pas un geste de bénédiction, mais c'est un geste d'adresse. Et donc de se dire que ce minimum colossal, que le minimum est colossal, c'est à quel moment arriverons-nous, chacun peut-il arriver à avoir envers tout autre le geste juste. Voilà, le geste juste. Ça peut être un geste poétique, mais pas nécessairement. Parce que je ne pense pas, juste dans tout le travail que tu as fait par ailleurs et par la suite sur la question de l'art et du non-art, fait que la mission de l'artiste, comme tu le dis dans l'expression énigme de la femme, passion de l'enfant, mission de l'artiste, c'est... Ça, je peux dire où c'est. Oui, non, moi je le sais, je le sais où c'est. Voilà, page 32. C'est qu'effectivement, l'art, et ce que tu appelles art, c'est la puissance d'un geste qui a la puissance d'une adresse vers un autre, quel qu'il soit. Donc, c'est si peu de choses, et c'est décisif. Et c'est presque rien, mais c'est capital. Voilà. Et bon, c'est ça que je... Oui, non, mais c'est à la fois, je dirais que bon, il faut tenir deux choses ensemble, quoi. À savoir, bon, disons, il y a effectivement une histoire qui arrive à un geste, quoi, et que, bon, bien sûr, on n'en parle pas simplement, bon, pour dire, bon, ça, comme d'une espèce de modèle, c'est-à-dire il ne s'agit pas de dire, voilà ce qu'il faut imiter, quoi. Il s'agit de dire, d'une certaine façon, il y a toute une problématique, effectivement, du geste juste, du mot juste, de l'image juste, d'une certaine façon, bon, qui est effectivement ce qu'il faut en retenir, parce que là, bon, effectivement, ce texte, je l'ai dit, c'est un peu un texte un peu sur le fil du rasoir, quoi. Ça peut devenir un peu comme ça, béatifiant, quoi. Or, il s'agit pas d'une certaine façon, bon, oui, ça pouvait être, bon, c'était un peu aussi l'esprit de l'époque, quoi. Mais disons, ce qui est important, enfin, ce qui est important, d'une certaine façon, c'est que ça vaut comme, bon, exemple de quelque chose qui est beaucoup plus large, qui est effectivement cette manière de remplacer en quelque sorte tout un schéma, à savoir il y a la connaissance qui produit l'action juste, quoi. La connaissance exacte produit l'action juste. Bon, à autre chose, à savoir font sortir de tout un système, parce que le consensus c'est quoi? Le consensus c'est pas simplement quelque chose, bon, qui produit un peu, bon, en fait, on est tous d'accord, etc. Mais précisément, c'est quand on est dans l'ordre du consensus, quand tous les mots, en quelque sorte, ont disons, les objets qui leur correspondent, quand tous les événements sont interprétés, c'est-à-dire ce monde qu'on connaît, nous, c'est-à-dire le monde de la société complètement pédagogisé, quoi. C'est dans ce monde-là, en fait, que, bon, on voit la haine surgir, quoi. Il y a comme une espèce de quadrillage des significations, quoi. Bon, qui fait quoi? Qui fait que ce qui n'entre pas dans ce quadrillage ne peut être que l'autre absolu. Et effectivement, c'est ça un petit peu l'enjeu. Donc, vous vouliez intervenir? Non, dans ce que vous venez de dire, l'interprétation, parce qu'à un moment donné, vers la fin, vous dites, quand elle est à l'asile, elle est soumise à des électrochocs, elle est soumise à des interprétations du test de Rorschach, et vous dites que finalement, à l'usine, à l'asile, dans la société, on a le choix. Dans le journal aussi. Dans le journal, on est toujours entre la décharge et l'interprétation. Oui, il y a des coups, et puis il y a le sens qu'on donne à ces coups, quoi. Oui, parce qu'on lui présente des Rorschach, parce qu'elle est soumise à des épreuves psychiatriques, hein, pour voir si elle est vraiment folle, et elle voit rien. Elle voit rien, ouais. C'est ça. Qu'est-ce que vous voyez? Alors évidemment, là c'est la fin de tout, quoi. Le consensus, c'est on vous présente quelque chose, vous devez y voir quelque chose, c'est quoi. Ça,
si vous y voyez rien, effectivement, vous êtes absolument irrécupérable, quoi. C'est ça. Bon, et c'est ça, bon, je crois que, enfin bon, pour en revenir à ce que j'essayais de dire, je crois que ce qui m'importe quand même, c'est effectivement toute cette affaire du voyage. Encore une fois, c'est pas du devenir étranger, c'est pas du romantisme, c'est pas de l'errance, c'est pas une espèce, donc, c'est pas de la belle âme, non, c'est pas de la belle âme non plus, quoi. D'une certaine façon, on pourrait presque dire que c'est une médecine contre une autre, quoi. Oui. C'est-à-dire que bon, il y a une médecine normale à laquelle on est soumise, quoi, effectivement, qui est la médecine du consensus, qui est le fait que, disons, on nous explique tout tous les jours, quoi. On est quand même dans un monde où tout est expliqué, tous les jours, quoi. Et dans un monde où tout est expliqué tous les jours, le problème c'est que s'il y a une chose qui marche pas, il faut forcément qu'il y ait un coupable, quelque chose qui tombe. Ou le lendemain on dit le contraire. Oui, ça peut aussi. Oui, enfin c'est. Mais en train de le vivre. Et les informations marchent comme des décharges. Oui, c'est-à-dire bon voilà. On essaye le contraire. Bon, il arrive ça et voilà le sens, quoi. Et on n'échappe pas au sens. Toute l'histoire d'Irène, c'est on n'échappe pas. On n'échappe pas au fait que à chaque moment il y a l'interprétation. Et par rapport à ça, bon, ce qui est, je pense, moi, ce que j'ai essayé de montrer, mais ce qui est aussi dans les livres de Marie-Josée sur l'image, bon, c'est cette puissance effectivement du moment où l'image ne parle pas, où les mots, on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent dire. Et encore une fois, bon, c'est pas le goût de l'indécidable, des choses comme ça. Bon, il y a une époque où c'était très à la mode, l'indécidable, etc. Non, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Le problème, c'est la capacité de faire des mots, des images, autre chose que ce qui est assigné dans un réseau qui est complètement constitué. Et d'une certaine façon, la question de la liberté, bon, elle est. On peut dire qu'elle est là. Bon, moi, j'aimerais bien, si on me voilà, on a le temps, on n'a pas le temps. Dites-moi. Je vous en prie. Voilà, moi j'aimerais bien aussi pour parler un peu de ce qui nous rencontre, de ce qui nous rappelle, lire un petit passage d'un livre de Marie-Josée qui s'appelle Confiscation. Donc un livre donc sur la confiscation des mots. Bon, disons, elle part effectivement, on peut dire de l'extrême du paradoxe, quoi. C'est-à-dire qu'elle dit on déradicalise les gens, la radicalité c'est le mal, et bon, moi je suis pour la radicalité. Bon, ça ne veut pas dire que je suis bien sûr pour le terrorisme et pour qu'on massacre les gens, non. Mais bon, j'essaye, mais voilà. Alors et dans ce livre, donc le problème effectivement, c'est de rendre aux mots leur radicalité, mais radicalité au sens aussi précisément, et aux images au sens précisément de intermination de l'espace de liberté qu'ils ouvrent, quoi. Et bon, je lis un passage, moi, qui m'a beaucoup frappé, qui dit ceci. C'est parce que les images et les sons nous ont atteints, avant même que nous ayons eu accès au langage et à la vision distincte, qu'il nous faut y revenir, afin d'instruire à nouveau les conditions de possibilité de toute création constituante, c'est-à-dire cette imagination sans laquelle il ne peut y avoir de vie politique, ni même, de façon générale, de vie de la pensée, quoi. Moi, ce que je trouve très fort là-dedans, dans cette histoire-là, c'est, au fond, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Bon, elle dit ça a toujours commencé avant, quoi. Les mots, les images, ça a toujours commencé avant, quoi. Mais bon, il y a précisément une démarche habituelle par rapport à ça, quoi, qui est la démarche pédagogique, qui consiste à dire, là, c'est un peu embêtant parce que les mots, les images, ça nous tombe dessus, on ne peut pas les contrôler, donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut bien sûr faut repartir à zéro, supprimer tout ce qui nous est entré dans la tête un peu trop tôt, quoi. Et puis, bon, il faut des bons maîtres pour nous apprendre à dire ce que veulent dire les mots, ou apprendre à lire les images. Moi, j'avoue que je suis toujours affolé, mais on voit ça tout le temps maintenant. Hein. Les enfants, surtout les enfants, il faut leur apprendre. Non, mais même à tout le monde. Je dirais le nombre de professeurs qui apprennent à lire les images, de comités, de commissions, d'institutions même, qui sont destinés à apprendre aux gens à lire les images, c'est quelque chose d'incroyable. Et ça veut dire quoi, finalement ? Ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire, au fond, précisément, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de mots qui traînent tout seuls ou d'images qui traînent tout seuls, quoi. Il faut que les deux soient bien liés, quoi. Et au fond, ce que je trouve très marrant quand même dans l'idéologie dominante actuellement, c'est au fond cette espèce de double rapport. En même temps, c'est complètement logique, c'est complètement enchaîné, quoi. Où d'un côté, effectivement, on vous enseigne à comment bien lier les mots et les images. De l'autre côté, on vous dit toujours méfiez-vous, vous savez, les mots, les images. Ouh là là, c'est drôlement
c'est drôlement dangereux, quoi. Et au fond, qu'est-ce que ça veut dire, finalement? Ça veut dire que, on dit aux gens, écoutez, voilà, il y a une bonne manière dont les mots, les images, disons, s'enchaînent les unes aux autres. Il faut surtout pas, précisément, c'est d'essayer de les délier, de les faire, disons, de les mettre un petit peu, de leur rendre un petit peu leur indépendance, quoi. Et moi, je pense que la démarche émancipatrice, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire, on part du fait que les mots, les images, les sons, tout ça nous a d'une façon, ça nous a d'une façon précédé, quoi. C'est la puissance de ce qui est avant. Et justement, il s'agit pas de dire, on arrête maintenant, on crée l'esprit critique, on va apprendre à lire les mots et les images. Non, voilà. Il y a une espèce de puissance qui, d'une certaine façon, et là on peut dire qu'on se donne une destination, mais on se la donne, quoi. D'une certaine façon, on se dit, voilà, il y a des mots, il y a des images qui nous disent quelque chose. Je prends un exemple. Non. Je prends un exemple. Voilà. Moi, disons, malgré tout, dans toute ma recherche, dans tout mon travail, j'ai été un peu obsédé par trois vers d'un poème de Rilke, donc un poème de jeunesse, quoi, du livre d'heures, qui dit parfois un homme se lève au repas du soir et s'en va, et va, parce que en Orient une église s'élève. Ça ne dit pas grand-chose, mais d'une certaine façon, voilà, on se donne en quelque sorte une destination. Là, il y a quelque chose. Évidemment, l'Église qui s'élève, ça peut être le communisme, ça peut être l'émancipation. C'est l'orientation. Oui, mais d'une certaine façon, voilà. C'est un exemple, mais au fond, le problème pour moi, disons, c'est de se mettre d'une certaine façon dans l'élan, en quelque sorte, de ces mots, de ces images qui nous précèdent. Encore une fois, pas pour marcher en soi-même, ça n'a pas d'intérêt, quoi. L'intérêt, c'est de se déplacer, quoi. Donc effectivement, ça veut dire, voilà, continuer en quelque sorte dans le mouvement de ce fait que ça nous a toujours précédé. Effectivement, le voyage pour aller entendre des mots, disons, auxquels on n'est pas habitué, voir des choses qu'on n'est pas habitué, c'est un peu ça, quoi. Finalement, se retrouver toujours devant quelque chose, quelque chose qu'on ne maîtrise pas. La langue actuelle qui parle que de projets d'orientation, il y a même des conseillers d'orientation. Il faut vous projeter, même si vous entrez dans un EHPAD, il faut quand même que vous ayez un projet de vie. Appel à projet. Appel à projet. Oui. Alors c'est Eva, parce que en Orient, on peut dire simplement à l'Est, simplement, c'est Naros, parce que en Orient, une église s'élève. Alors voilà, il y a un homme qui se met debout, quoi. Un homme qui se met debout parce qu'une église qui se met debout, en gros. C'est ça. C'est le même, c'est Steen dans les deux cas, quoi. Voilà. Alors, on peut mettre tout ce qu'on veut, mais d'une certaine façon, pour moi, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que on cherche à poursuivre en quelque sorte précisément ce mouvement qui rend aux mots, qui rend aux images, qui rend aux gestes un petit peu leur indépendance, quoi. Moi, disons, enfin, leur turbulence. Leur turbulence, c'est ce que tu dis à peu près dans un peu quelques lignes plus haut, quoi. Je peux te citer encore. Peut-être qu'après, il faudra laisser la parole. Oui. Laisser flotter le visible, son indétermination, consentir à entendre le murmure plaintif ou joyeux des choses, percevoir les vibrations imprévisibles, innombrables et contradictoires de tout ce qui nous entoure et nous soutient, tel est le programme sensitif qui peut conduire à la source des joies et des chagrins qui soutiennent nos actions politiques. Je veux dire, voilà, il s'agit, j'essayais de dire, c'est à la fois un programme qu'on pourrait dire épistémologique, si on voulait être comme ça, provocateur, un programme épistémologique, un programme politique et puis un programme de vie. Voilà, si vous voulez. Oui, j'avais envie juste de dire aussi la proximité qu'il y avait entre la façon dont tu as mis en place la notion d'atopie à laquelle tu tiens et dans laquelle moi j'ai retrouvé, si tu veux, ce que j'essayais de formuler à partir de l'expérience grecque en parlant de la zone, c'est-à-dire de considérer qu'Irène, elle est zonarde. Parce que vous disiez dans votre papier d'introduction que Rancière ne disait pas qu'elle allait en banlieue, voilà. par exemple.
Mais cette question de la zone et d'être zonard, Paris Clavel avait même fait un papier où il avait une petite affiche dans laquelle il parlait de zone art, il écrivait art ART, zone art, pour indiquer justement ce lieu qui n'est pas un lieu, le caractère non topique et illocalisable le lieu de la rencontre, voilà, qui n'est pas localisable et qui fait que Irène devient zonarde et elle est le paradoxe venant de ce que le destin du zonard tout d'un coup c'est d'être enfermé comme fou. Là on retrouve peut-être aussi certains propos de Deligny sur la façon d'avoir pensé le hors-lieu où se construisent et où peuvent vivre des subjectivités sans sujet. Et sans mots, puisque précisément Deligny se méfiait beaucoup du langage, et travaillant avec des enfants autistes. Il y a des capillarités entre toutes ces démarches. Très bien. Oui, on donne la parole à la salle. Bien sûr, bien sûr. Allez, c'est à vous. On est dans les temps, hein. Ça n'a pas de problème. Allez. Il faut le dire. Malgré la bombe. Oui. Bon. Oui, monsieur là. Une question. Bonsoir. Oui, bonsoir, merci pour les propos. J'avais aussi pensé, moi, aux lignes d'air de Deligny, mais tout au long de cet apport, j'ai pensé à un mouvement politico-artistique qui s'est appelé le situationnisme. Et je voulais savoir s'il y avait une capillarité possible entre ce que les situationnistes dans les années 70 avaient cherché à faire, entre politique, art, etc., et cette démarche que vous avez vous-même. Bon, moi je pense que d'une certaine façon, malgré tout, il y a comme une espèce de ratage du situationnisme, c'est-à-dire la dérive, la fameuse dérive finalement. Finalement c'est bon. D'une certaine façon, ça prolonge bien sûr, ça prolonge un petit peu les promenades surréalistes, quoi. Ça prolonge le Paysan de Paris, ça prolonge Nadja, ça prolonge un petit peu, disons, cette espèce de découverte un peu de la ville inconnue, qui est en même temps éventuellement la ville subversive, quoi. Et en même temps, il y a tout un aspect un petit peu malgré tout de sociologie un petit peu naïve, c'est-à-dire que les premiers textes sur la dérive, c'est des espèces comme ça de comment ils appelaient ça, la psychosociogéographie, quelque chose comme ça, quoi. Voilà, donc il y a quand même une espèce d'écart entre une idée vraiment de la dérive au sens où véritablement on sort d'un système finalement des lieux justement, et puis la dérive au sens où on va décrire plus ou moins en gros disons un petit peu l'humeur ou l'humeur ou la teneur ou justement la topographie finalement de tel ou tel quartier de Paris, quoi. Donc voilà, je crois qu'il y a pour moi il y a effectivement comme une espèce de grande déclaration, de grandes promesses, et qui en même temps se trouve un petit peu comme coincé. Enfin, dire en même temps, il y a toute effectivement cette volonté de autre architecture. Tout ça se mêle. Le problème avec le situationnisme, c'est que au fur et à mesure, tous les gens qui proposent des choses sont exclus, quoi. Moi, je dirais que la grosse différence, c'est que le situationnisme est une posture et que ce que nous défendons, c'est un geste. Et la différence entre une posture et un geste. Et si je puis me permettre, dans les dérives cette différence. Dans les dérives situationnistes, il y a des points d'arrêt sur les bistrots. Oui. Le travail de Jacques n'est pas une posture. Voilà. Pour moi, ce n'est pas la description d'une posture. C'est l'orientation d'une parole vers la désignation d'un geste.
et des gestes possibles. Voilà. Oui, par rapport à ce que vous disiez, simplement rappeler que, bon, disons, à un moment donné, disons précisément, Guy Debord a exclu les artistes. Donc vraiment, les artistes, c'était des crétins, quoi. Voilà. Donc voilà, donc je dirais que c'est... Pour moi, voilà. Ça sont des postures. Voilà. Effectivement, à la suite de quoi, bon, il reste effectivement, il reste la dénonciation, quoi. Et au fond, toute la question, c'est toute la question finalement un petit peu qu'il a derrière, qui est aussi une question de notre présent, quoi. C'est que, bon, en même temps, disons que au fond, le règne de l'interprétation se couple avec le règne de la dénonciation, quoi. On dénonce. Et il y a tellement de gens qui pensent qu'ils ont fait une œuvre politique terrible lorsqu'ils ont dénoncé un peu tous les coups que nous fait le capital, tous les coups que nous fait l'État, tous les coups qu'on nous fait. Mais je dirais, en un sens, je dirais, c'est rien, quoi. C'est l'espèce de, finalement, d'autre face, en quelque sorte, du discours dominant. Enfin, c'est l'envers de la campagne électorale. Oui, on peut le dire, quoi. C'est-à-dire de dire, tout ça, la campagne électorale, vous savez, je vais vous dire ce qu'il y a derrière, quoi. Ce qu'il y a derrière, on sait tous, c'est le capitalisme, quoi. Une fois qu'on sait ça, bon, on est un peu désarmé, quoi. Non, mais ce qui est justement, il y a ça effectivement qui quand même finit par triompher chez Debord, quoi. À savoir, c'est en même temps quelque chose de compliqué parce que finalement ce qu'il appelle l'image, c'est deux choses à la fois, quoi. L'image, c'est le fait qu'on n'agit pas. L'image, c'est le fait qu'on n'agit pas, et en même temps, c'est l'image au sens de, la représentation, quoi. Enfin, le spectacle, c'est à la fois le spectacle, c'est en quelque sorte, c'est le concept marxiste de l'aliénation, quoi. Le spectacle, c'est notre action nous revient comme ça sous forme d'image, donc sous forme d'impuissance, quoi. Et en même temps, on voit ce que ça a produit, qui est quand même cette espèce de dénonciation très très bas de gamme, des images, de la télé, des médias et compagnie, quoi. Quelque chose qui finalement n'évite pas la lecture des images. Non, ça n'évite pas. Je vais vous dire ce qu'il y a dans les images, etc. Voilà. Bon, je sais pas. Une autre question ? Non. Bonsoir. Avec votre histoire de rendez-vous manqué, j'ai pensé à un texte d'Agamben sur le contemporain. Il dit, si je me souviens bien, que être contemporain, c'est être présent à un rendez-vous qu'on ne peut que manquer. Alors, quand vous parlez de rencontres, même quand vous parlez de peuple, vous avez parlé d'atopie, mais la dimension temporelle. Est-ce qu'on ne vit pas dans des temporalités différentes ? Et au fond, qu'est-ce que vous appelez véritablement rencontre ? Est-ce qu'il y a réciprocité dans votre notion de rencontre, y compris avec le peuple, etc. Bon, encore une fois, de toute façon, je pars d'idée que précisément, il n'y a pas de rencontre avec le peuple, parce que bien sûr, le peuple n'existe pas, donc il y a tout le monde. Il se fait des rencontres entre des gens qui finalement, à un moment donné, se mettent plus ou moins à se proposer comme incarnant, disons, une certaine position, quoi. Bon, l'intellectuel, l'étudiant, le peuple, le bourgeois, l'apôtre, que sais-je, quoi. Donc effectivement, mais ce qui est moi, ce qui m'a, je pense que le rendez-vous, il est à la fois manqué, il peut être à la fois manqué et réussi des deux côtés, quoi. Donc, ce que j'ai travaillé un petit peu sur les Saint-Simoniens, il y a, effectivement, les Saint-Simoniens, ils vont chercher des ouvriers, ils vont chercher des ouvriers de choc pour produire, pour être vraiment l'armée industrielle qui va justement montrer toute la politique, tout ça, tout ce bavardage sur la liberté, l'égalité, c'est rien du tout, que ce qu'il faut, c'est des armées industrielles qui transforment la réalité. Donc voilà, ils cherchent des gens pour leurs armées industrielles. Évidemment, ils les trouvent pas, parce que, disons, les gens qui vont les écouter, ils n'ont pas du tout envie de devenir des soldats de l'armée industrielle, quoi. Ils ont envie précisément d'écouter des apôtres. Ils ont envie d'écouter des apôtres parce que précisément c'est pas leur quotidien, je dirais, d'écouter des apôtres. Éventuellement, ils croient ce qu'ils entendent. Mais ce qui est tout à fait quand même extraordinaire dans l'histoire des Saint-Simoniens, par exemple, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres formes de rencontres, c'est que finalement, ils restent plus fidèles à la rencontre que les apôtres, que les intellectuels. Je veux dire, la plupart des gens, effectivement, au bout d'un an ou 2 ans, disent ça marche pas cette histoire avec le prolétaire, la femme, le prolétaire, ça marche pas. Voilà. Et puis effectivement, ils prennent la tangente, quoi. Et puis on voit en revanche des ouvriers qui, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, ils sont toujours là. Ils n'ont pas marché au sens, ils n'ont pas fait ce que les Saint-Simoniens leur demandaient.
mais il reste, disons, dans l'esprit de la rencontre qui a fait déviation, donc d'un rendez-vous qui a été à la fois manqué et réussi, parce que c'est ça aussi le problème, l'émancipation, c'est-à-dire que l'émancipation, c'est toujours, disons, on marche selon la promesse, une promesse, la promesse n'est pas réalisée, et pourtant, disons, le marcher selon la promesse, c'est aussi une réalisation, quoi. Voilà. Ouais. C'est le déplacement qui importe. Voilà. Le Messie n'arrivera pas le dernier jour, mais le jour d'après. La fidélité à la vitalité d'un déplacement. Voilà. Une autre question ? Non ? Ouais. Mais alors, vous, Jean-François, vous avez... Oui, si, mais j'en ai une. J'aimerais quand même... quand on parle d'émancipation, il y a quand même une notion de mouvement. Émancipation. Il y a un point de départ, un point d'arrivée, mais qu'en est-il ? Vous parlez souvent des chemins tordus de l'émancipation. L'émancipation n'est pas rectiligne, n'est pas progressive, n'est pas... etc. Mais... est-ce que on peut, parce que bon, on prend Irène par exemple, ça finit très mal, enfin ça finit, bon, l'asile, mais est-ce que ces torsions, ces différentes bifurcations, ces rencontres justement, est-ce qu'elles ne comportent pas d'une certaine manière un certain risque de se perdre ou de... tout de même, parce que on peut, comme vous le faites très bien, évoquer l'émancipation, évoquer les rendez-vous manqués, réussis, et sans qu'on sache vraiment si c'est manqué ou réussi. Mais en même temps, comment faire pour ne pas y laisser des plumes ? Comment faire pour ne pas se détruire, s'auto-détruire ? C'est un peu ça. C'est pas pareil, laisser des plumes oui, et être détruit. Est-ce qu'on peut vivre sans plumes ? Non, j'ai l'impression de savoir quelle plume on laisse. Quelle plume on laisse. C'est d'une certaine façon, oui, dans le mouvement d'émancipation, dans les mouvements d'émancipation, il y a un choix, il y a un choix entre savoir quelles sont les plumes qu'on va laisser, quoi. Je suis pas en train de dire qu'il faut s'économiser. Non, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Non, c'est pas le problème. Le problème, effectivement, c'est que bon, il y a toujours, c'est-à-dire que bon, justement, dans la mesure où l'émancipation telle que j'essayais de la penser, quoi, c'est un mouvement, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on vise, qui va arriver plus tard, qui marche. L'émancipation, c'est un point de départ. Un point de départ quoi ? Un point de départ qui est que tout d'un coup, on décide de ne plus tenir le rôle que on vous avait assigné, quoi. Voilà. Bon, après ça, effectivement, on s'invente d'une certaine manière. On s'invente un rôle, et ces rôles, effectivement, c'est très divers. Bon, si on prend même, il y a pas simplement, si vous voulez, il n'y a pas simplement les intellectuels qui vont à la rencontre comme ça et puis qui essayent d'émanciper les gens. Non, il y a parmi, un peu partout finalement, un peu partout dans le monde, un peu partout dans toutes les classes de la société, des gens qui essayent de vivre autrement que pour, selon ce à quoi on les avait destinés. Alors, et bon, c'est une espèce de choix permanent. À la fois, c'est un mouvement radical, et en même temps, c'est une espèce de calcul des plaisirs et des peines, quoi. C'est un petit peu ce que j'évoquais toujours dans ce texte que je cite toujours, du Musée Goni, racontant sa journée de travail. Ouais. Bon, à savoir, bon, voilà, il y a comme une espèce de jeu continuel, au fond, entre des affects contradictoires, quoi. C'est-à-dire que si tout d'un coup il y a quelque chose qui va le réjouir, il va travailler plus, travaillant plus, bien sûr, il va donner plus à celui qui l'exploite, quoi. Mais dit-il, c'est vraiment tout à fait raisonné, c'est-à-dire à savoir que le plus, de plus-value qu'il va donner au patron, c'est un plus de liberté que lui il a acquis, quoi. Donc il y a toujours ce jeu qui est quand même qui décrit de façon tout à fait extraordinaire. On peut dire que justement il y a
aussi bien la colère que le plaisir produisent des effets qui sont des effets contradictoires et toujours précisément au fond il y a une espèce de ce jeu entre ces affects contradictoires et au fond la question est de savoir qu'est-ce qu'on va privilégier, c'est-à-dire précisément qu'est-ce qu'on veut d'abord gagner, quoi. C'est-à-dire si on veut d'abord gagner plus de liberté ou disons plus d'argent ou plus de force, et voilà, il y a toute une espèce, il y a une manière, parce que ce qu'il écrit aussi au fond il y a une manière d'être agressif, une manière il y a aussi la haine peut produire qu'on travaille plus, la haine aussi peut produire le fait, disons, qu'on se déchaîne et qu'on va travailler plus. Et d'une certaine façon, l'espèce de production de la haine va entrer en conflit avec la production de liberté. Donc voilà, je pense qu'il y a tout ça un petit peu qui, à mon avis, est à prendre en compte, précisément dans les risques de l'émancipation. Voilà. Ben là, tu mets en scène des choses dont il n'est pas thématiquement question dans les courts voyages, qui sont les régimes d'affect qui viennent habiter la politique. L'amour et la haine, l'amour chez Irène. Parlons peut-être même au-delà de l'amour, simplement là vous parliez des plumes qu'on laisse. Je crois qu'on ne peut pas penser sans courage. Et que ce qui est pensé sans courage n'est pas de la pensée. On ne peut pas penser sans péril, sans se mettre un peu en péril. C'est-à-dire que à partir du moment où on reconnaît que ce qui mérite le nom de pensée et de geste implique le déplacement, c'est Godard qui disait, en tous les cas c'est Bergala qui le cite, on ne peut rien voir si on a peur de perdre sa place. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire oui, c'est ça. C'est Bergala qui le cite. Je n'ai pas retrouvé l'origine, mais il dit que Godard a dit ça. Il est impossible de voir si on a peur de perdre sa place. Comme si la question de la constitution du regard, comme celle de la pensée, ce qui pour Godard est un même mouvement, suppose le fait de ne pas occuper sa place, de ne pas tenir à garder sa place, d'avoir le courage de perdre sa place, et donc d'affronter un péril. Et je crois que j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres moments, mais je pense que la question du courage, elle habite tout ton travail, sans être nommée comme telle. Irène est vraiment quelqu'un qui se met en péril, qui décide d'affronter sa propre nudité de sujet. Voilà. Et alors, est-ce que ce sont des plumes ? Non, je sais pas. C'était, pour elle, c'est plutôt des fourrures. Oui. Oui, c'est vrai. Voilà, ouais. Il y a un rapport à la nudité, je crois, qui demande de ne pas être frileux. Ouais, merci. Comme on le dit couramment. Voilà, merci. Ne pas trembler. Ah, il y a une question là. D'abord, merci pour votre sujet qui est très intéressant. Je me demandais, n'ayant pas vu le film dont vous parlez et qui a l'air passionnant, qu'on va s'empresser de regarder, j'avais plusieurs questions. D'abord, pourquoi a-t-elle été enfermée dans cet asile ? Et deuxièmement, le titre de votre livre, c'est « Voyage au pays des mots ». Est-ce que ce serait pas puisqu'on parle de fiction, est-ce que ce serait pas pour Irène un voyage au pays du réel, c'est-à-dire qu'elle était un peu dans une bulle, a priori, par rapport à sa classe sociale, et petit à petit, dans son voyage vers l'autre, elle est confrontée à énormément de désillusions, parce que justement, elle n'est plus dans ce milieu protégé. Et elle a cet amour, vous parliez de cet amour pour aller vers l'autre, et finalement, elle a l'air à chaque fois de se confronter à des chocs. On lui renvoie
elle n'a pas cette récompense d'amour qu'elle semble donner aux autres. Donc mes deux questions, ce serait est-ce que le voyage d'Irène, ce serait pas un voyage au pays du réel, où elle est complètement désillusionnée à la fin? Et ma deuxième question, ce serait pourquoi a-t-elle été enfermée dans cet asile? Est-ce que c'est par rapport à son attitude, à elle, ou est-ce que c'est le regard des autres qui ne supporte pas quelqu'un qui est trop dans l'amour, et donc le monde des humains serait quelque part un monde de violence, dû au capitalisme ou à autre chose? Son attitude est scandaleuse au sens propre. Elle fait scandale. Non, par rapport à la question du réel, non, justement, c'est un voyage précisément, mais je dirais c'est justement la rencontre. Non, parce qu'on lui organise une rencontre avec le réel. Bon, simplement, disons, elle rencontre un autre. Et c'est ça tout le jeu, quoi. C'est-à-dire que, au fond, qu'est-ce que fait Rossellini là? Il traverse en quelque sorte, on peut dire, le territoire du marxisme, quoi. Ben, le marxisme dit, il y a, disons, les gens qui traînent dans les rues, il y a les lumpen, il y a tout ça, il y a tout ce monde-là. Laissez ça aller au cœur. Le cœur du réel, c'est là, dans ces blocs de béton où habitent les ouvriers, les ouvriers syndiqués du parti, etc. Donc, voilà, donc il l'envoie à un réel, et puis, par malchance, en quelque sorte, elle va en rencontrer un autre. Donc, c'est pas, si vous voulez, la rencontre du réel avec ses désillusions, non. C'est la rencontre d'un autre réel que celui auquel on l'envoyait, et pas des désillusions, mais toute une série de gestes qui deviennent complètement aberrant, ce qui fait qu'effectivement, c'est sa famille qui l'a fait enfermer. Bon, alors bien sûr, on enferme les gens toujours en principe pour les soigner, quoi. Donc, disons tout ce qu'elle fait, c'est quand même du malade, quoi. Elle se met, elle va pas simplement voir les ouvriers et les pauvres et là pour leur donner des médicaments, ce qui serait tout à fait acceptable. Si je me souviens bien, il y a des femmes qui viennent en bas de la fenêtre, en bas de l'immeuble. Ça c'est la fin, oui, c'est la fin. Mais alors donc, notamment avant, effectivement, tout d'un coup, elle va s'occuper d'une prostituée qui est disons qui est tuberculeuse, etc. et tout ça. Bon, alors, à un moment donné, la famille trouve que ça en fait trop, quoi. Ça en fait trop, effectivement, qu'on aime bien aller s'occuper du peuple, d'accord, mais voilà, disons qu'on soit un petit peu, disons, auprès d'une prostituée tuberculeuse, un peu comme Saint François avec son lépreux, quoi. C'est trop, quoi. Donc effectivement, la famille l'a fait enfermer. Il est bien évident que si elle voulait un peu devenir un peu raisonnable, elle sortirait, quoi. Mais voilà, mais maintenant elle est partie, quoi. Elle redevient plus raisonnable. Mais encore une fois, c'est pas du tout une question de désillusion, c'est proprement effectivement une question de pas de côté, de déviation qui est folie. Bon, encore une fois, ça c'est bien sûr, ça c'est le côté catholique de Rossellini. Je disais tout à l'heure, c'est Saint Paul. Il y a la sagesse du monde et puis il y a la folie de la croix. Et nous, bien sûr, on tient à la folie de la croix. Quoi. Voilà, donc effectivement, disons, il y a cette scène à la fin, donc où elle est derrière ses barreaux et puis elle fait ce geste. Bon, alors dans le livre, je dis qu'elle les bénit. À mon avis, c'était un peu exagéré, quoi. On peut interpréter comme ça. Elle fait un geste un peu comme ça. Donc voilà. Donc ça peut être aussi bien, salut, c'est gentil d'être venu, que voilà, disons, voilà, je vous bénis, quoi. C'est faisable, en tout cas. C'est une adresse. Oui, je pense que c'est voilà. C'est le minimum de l'adresse, c'est le maximum qu'elle peut faire, vu là où elle est. Voilà. Oui? Non? Pas d'autres questions? Alors, je l'ai dit en commençant, mais ce film, Europe 51, on a du mal à le voir, à le trouver, mais on connaît davantage Théorème, c'est clair, parce qu'on passe souvent, mais donc Europe 51, jamais. Alors, c'est difficile de s'y référer. On peut arrêter là, si vous voulez. Oui. Non, pas d'autres questions? On peut. Pas d'autres questions? On peut quoi? Alors on s'en va. Merci beaucoup. Et pour... Oui, je n'entends pas, excusez-moi. Oui.
Ah, pardon. Vous dites qu'on a du mal à le trouver, mais il y a moyen parce que ça donne envie. Bah oui. Je sais pas comment. Vous savez pas. Non, on le trouve. On le peut le trouver. on le trouve difficilement. D'ailleurs, Oui, en fait, difficile, disons, s'il y a cette conférence qui est entrée là-dedans, c'était parce que je voulais revoir le film. Donc, disons, j'avais été invité à parler d'un film. Ouais. Et bon, et donc je les ai mis. Donc, on voyait plus ce film. Donc, j'ai dit, je veux parler de ce film. Effectivement. Donc, du coup, je l'ai revu, quoi. Oui, c'est ça. Vous l'avez revu Autrement. dans une salle en DVD Ah non, il n'y avait pas de DVD à l'époque. À l'époque, non. Il y a un DVD. Non, enfin, moi je dois avoir un DVD plus ou moins sauvage, quoi. Ouais, c'est ça. Plus ou moins sauvage. Il n'y a pas de DVD, je crois, commercial. Et à l'époque, donc effectivement, bon, voilà, il me l'avait montré. Bon, il me l'avait projeté pour moi-même. Et après ça, j'en avais parlé dans la salle, quoi. Voilà. Bah, Mais on parle d'un effectivement- film qu'on n'a pas vu, mais enfin, vous l'avez vu, moi aussi. Oui. Non, mais c'est effectivement le problème. Bon, mais effectivement. Bah bon, oui, c'est- Non, mais on le trouve, mais j'ai regardé parce que d'autres personnes Ouais. m'ont demandé. On le trouve, c'est très cher. Ah. Voilà. Dans des centres, des Rakuten, des choses comme ça. Bon, Ah oui. on le trouve parce que des gens le revendent, etc. Ouais. Voilà, en tout cas, merci. Merci à vous Et pour votre merci à invitation. vous. Merci à vous.